Bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir, merci à tout le monde d'être venu ici. Je dirais, avant de commencer, quelques mots pourquoi cette soirée, parce qu'elle est un petit peu particulière par rapport aux autres soirées qu'on organise habituellement. En fait, comme beaucoup de gens, je m'interroge depuis longtemps sur le design des bancs dans le métro. Ça fait des années qu'on s'interroge sur pourquoi on a des sièges inconfortables. Et étant moi-même architecte, je me posais la question comment est-ce qu'on peut, en étant concepteur d'objets ou de lieux, alors que a priori, c'est un métier où on cherche le confort, où on cherche l'hospitalité, le bien-être. Comment est-ce qu'on peut réfléchir et, disons, mouvoir son intelligence pour concevoir des lieux inhospitaliers et tu m'as fait remarquer, Mire, que hostile serait plus approprié. Voilà, donc j'avais cette question qui, voilà, comme j'imagine, comme beaucoup de gens, j'avais cette question en tête. Et puis une rencontre avec Sandrine Marc, qui m'avait montré son travail. M'avait alerté sur le sujet, et Sandrine m'avait aussi dit que beaucoup de gens travaillaient sur ces questions. Donc en fait, on a tiré un fil comme ça, et est venu aussi avec une rencontre avec Jordi, qui m'a parlé aussi de ses travaux, l'idée de monter une soirée sur ce sujet. Voilà comment les choses sont nées, on en débattra tout à l'heure. Alors c'est une question sur laquelle il y a beaucoup d'images dans la presse. Il y a aussi, enfin je ne les ai pas invités, mais il y a notamment un groupe qui s'appelle le groupe Survival qui récolte aussi un très grand nombre d'images, de dispositifs anti-installation. Il y a une association à Montpellier qui s'appelle Le Point, je crois. Enfin, il y a beaucoup de photos qui sont collectées. J'ai invité seulement un certain nombre de photographes que je vais présenter. Sandrine Marc est diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Ses recherches portent sur la représentation de l'espace et son appropriation par l'homme. Sa pratique photographique se nourrit de l'ordinaire et propose une approche poétique des territoires qu'elle explore. En 2008 et 2013, le ministère de la Culture lui a confié des commandes publiques, architecture de la culture, et une enquête sur les lotissements conçus en France entre 1945 et aujourd'hui, publiée aux éditions Dominique Carré. Son travail a été exposé dans plusieurs centres d'art et institutions, notamment à la Villa Perrochon à Niort, au centre photographique de Lectoure. Depuis février 2017, elle participe en tant qu'auteur photographe au repérage du futur sentier métropolitain du Grand Paris. Elle exposera la série Dispositifs qu'on va voir tout à l'heure lors de la triennale Photographie et Architecture à Bruxelles en mars 2018, et elle participera au festival Circulation qui se tiendra au 104 en mars 2018. Jordi Ballesta, que nous connaissons déjà, puisqu'il avait été notre invité pour parler de John Brickenhoff Jackson avec Lucien Kroll et François Brunet, est docteur en géographie et diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales. Il est chercheur au CIREC, le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'expression contemporaine à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Ses recherches actuelles portent sur la notation photographique, les modes d'enquête dans la photographie documentaire et la notion de vernaculaire. Une récente exposition au pavillon populaire de Montpellier, ainsi que la publication chez Azan de l'ouvrage Notes sur l'asphalte, une Amérique mobile et précaire, ont conclu un important travail mené sur des chercheurs américains ayant photographié les paysages ordinaires des États-Unis. Dans le cadre de sa collaboration avec Geoffroy Mathieu, il a participé au dernier numéro de la revue Urbanisme, ainsi que Pascal, consacré à la question des bidonvilles. La série NIMBY, que nous allons voir, NIMBY, une collection de dispositifs anti-installation, sera exposée à partir de la fin du mois de mars à Marseille, à la galerie La Ville Blanche. Geoffroy Mathieu vit et travaille à Marseille. Geoffroy Mathieu, donc, qui est au bout. Vit et travaille à Marseille. Il est diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Il s'intéresse aux paysages en mutation, aux territoires ruraux, en réponse à des commandes d'observatoires photographiques du paysage, ainsi qu'aux métropoles méditerranéennes. Depuis 2012, il explore les relations ville-nature, la question du périurbain
de la métropole marseillaise est au cœur de son travail, un travail qu'il a mené dans le cadre de Marseille-Provence 2013 en collaboration avec Bertrand Stofflet, grâce à une commande publique du Centre national des arts plastiques, NUCNAP. Ce travail s'intitule « Paysage usagé, observatoire photographique du paysage depuis le GR 2013 ». Depuis 2016, il produit une série de photographies d'objets, gestes et paysages agricoles dans l'agglomération parisienne, qui s'intitule « Le principe de ruralité », un travail qui est soutenu par une aide à la photographie documentaire du CNAP. Il a publié notamment « D'eau à la mer, promenade en Méditerranée urbaine » et Geum, comment on prononce Geum Urbanum. Geum Urbanum aux éditions Filigrane et Marseille, Ville sauvage chez Actes Sud. Mire Muratet, il photographie l'espace urbain à travers la France en multipliant les allers-retours dans les lieux observés au gré des rencontres avec les personnes photographiées sans durée déterminée. Dans sa pratique photographique, dit-il, l'élément déclencheur n'est pas la découverte de nouveaux lieux, mais celle d'un nouveau regard. Dès 2003, avec son travail Paris Nord 1, il s'est intéressé aux dispositifs mis en place pour expulser les usagers marginaux de la gare du Nord. Sur le même territoire, avec Paris Nord 2, de 2013 à 2014, il a mené un travail photographique dans le quartier de la Chapelle Stalingrad, autour de l'occupation d'espaces urbains par des personnes à la recherche de lieux refuges, avec le soutien de la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques. De 2010 à aujourd'hui, il a mené avec son travail Westland, une recherche photographique autour des notions d'occupation et d'invasion depuis 25 friches urbaines de Seine-Saint-Denis, en observant les habitants et la flore de ces lieux. Et il a notamment publié un ouvrage sur la flore de ces lieux qui est paru aux éditions Xavier Barral cette année. Son intérêt pour l'usage des lieux s'est également manifesté dans sa réponse à des commandes sur des villes, 13 villes dans le Val-de-Marne, ou des établissements sociaux et lieux d'enseignement. Mire Muratet a notamment été le résident de la Filature, scène nationale à Mulhouse. Et parmi ses publications, on note donc la sécurité des personnes et des biens chez POL en 2010, avec le poète Manuel Joseph. Pascal Geoffroy, qui n'est pas photographe et qui va animer ce débat, est architecte. Elle a arrêté très tôt la pratique en agence, qui ne correspondait pas à ses attentes, et s'est consacrée pendant 20 ans au journalisme dans la presse spécialisée et d'une façon générale à l'écriture sur l'architecture. Aujourd'hui, une part importante de son travail d'architecte concerne les bidonvilles français. Elle a cofondé l'association Système B comme bidonville, qui construit des équipements dans les bidonvilles avec les habitants. Au sein de l'école d'architecture de la ville des territoires de Marne-la-Vallée, elle a créé un enseignement de master sur le bidonville. Elle fait travailler les étudiants sur le terrain dans le cadre de workshops. Sur ce sujet des bidonvilles, elle a écrit de nombreux articles pour la défense du droit d'exister des bidonvilles, en rupture avec les pensées dominantes qui le jugent inacceptable et indigne. Notamment des articles parus dans la revue d'architecture en octobre 2015, en mai 2016, en mars 2017, et un article aussi dans Le Monde des idées du 12 décembre 2016, Un toit pour tous, il faut penser autrement l'habitat pour les plus démunis. Et donc, ton article dans la revue Urbanisme qui vient de paraître. Voilà. On va donc commencer la soirée. La soirée va se dérouler en deux parties. Une première partie où chacun des photographes va présenter son travail. Et dans une deuxième partie, un débat général entre les photographes, et vous serez invités aussi à poser des questions, disons, on vous fera signe quand on vous passera aussi la parole. Je passe donc la parole à Jordi et Geoffroy. Donc c'est à nous de commencer, bonsoir. Donc Geoffroy Mathieu et Jordi Balesta. On va vous présenter un travail qu'on réalise en commun depuis 2015. Peut-être qu'on peut
Ah oui, non, c'est d'avant. Donc c'est un travail qui s'appelle donc NIMBY, comme l'acronyme. Bah, vas-y, ouais. L'acronyme de Not in My Backyard, qu'on pourra éventuellement dont on pourra reparler plus tard. Une collection donc de dispositifs anti-installation qu'on a réalisé pour le moment à Marseille, à Paris et à Montpellier. On poursuit, c'est un travail en cours, on poursuit cette collecte dans les conditions qu'on va vous expliquer, mais on va commencer peut-être par le début et vous expliquer en fait comment est-ce qu'on en est arrivé à réaliser ce travail, et notamment ce travail en binôme. Donc, en fait, l'origine pour moi vient de ce travail que j'avais réalisé avec Bertrand Stofflet sur le GR 2013 et qui s'appelle Paysage usagé et qui est sous la forme d'un observatoire photographique du paysage, donc qui consiste à à observer des points de vue qui évoluent dans le temps. Un des points de vue qu'on avait choisi pour cet observatoire est un point de vue qui se situe à Aix-en-Provence, à côté de Jas de Bouffant, et qui est donc la première photo est celle qu'on avait prise en 2012 en haut à gauche, et qui représente un espace qui avait été occupé qui avait été habité par des familles roms, et puis en fait il y a un petit jeu du chat et de la souris qui se joue juste à gauche de l'image. Il y a une voie ferrée, et donc on les déplace d'un endroit, enfin ils se déplacent d'un endroit à l'autre, de l'autre côté de la voie ferrée. Et donc quand on est passé cette fois-ci, en 2012, ils avaient donc créé des trous, fait des excavations et repris de la terre pour les mettre, pour empêcher la réinstallation. Et donc c'est à cette occasion-là en fait que j'ai découvert cette manière de procéder, qu'ensuite on a suivi, donc dans l'observatoire on suit ce point de vue avec un jeu effectivement du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'ils mettent des dispositifs pour pas qu'ils reviennent, et puis il y a un retour, et de nouveau ils repartent, puis ils reviennent, enfin bon voilà. Du coup ce point de vue-là m'a alerté ou en tout cas m'a éduqué le regard à ce genre de dispositif qu'on voit un peu partout mais qu'on ne comprend pas forcément. Et je me suis dit que là il y avait quelque chose à creuser, parce que le GR 2013 m'avait permis d'observer dans la métropole marseillaise plein de situations de ce genre. Donc je me suis dit qu'il y avait une piste, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jordi, qui m'a parlé aussi de ses recherches, et donc on a décidé de commencer ce travail sur ces objets ensemble. Mais il va vous expliquer. Donc moi je viens plutôt de la géographie, mais travaillant sur la photographie, et je m'étais posé la question pourquoi finalement en photographiant la géographie contemporaine on en ferait constamment une représentation paysagère. Est-ce qu'on ne pourrait pas séparer des représentations paysagères et plutôt territoriales? Donc j'ai essayé de poser des questions différentes. Alors peut-être que le paysage, photographier le paysage, c'est plutôt photographier l'inconstance spatiale, l'instabilité temporelle, des choses des espaces qui échappent, des procédures qui échappent, et photographier le territoire, ça serait différemment travailler sur la mise en cohérence portée par les administrations publiques, l'administration, la gestion de l'espace, la création de continuité, etc., de cadastrer, d'organiser le foncier, etc. Donc ça m'intéressait de travailler avec Geoffroy, qui m'a commencé à me parler de ces dispositifs qu'il avait pu observer, de finalement essayer à l'occasion de ce projet, essayer de réfléchir à une photographie qui poserait avant tout des questions territoriales. Par ailleurs, dans le cadre de mes recherches précédentes, j'avais réfléchi un peu à la commande photographique, et la question c'était aussi quel type de photographie on peut développer dans le champ du paysage au sens large. Pardon. Et est-ce qu'on pourrait développer un peu une photographie de recherche, alors que dans la commande photographique, il y a plutôt une délégation de l'expérience de terrain et du visuel aux photographes, et souvent les aménageurs, les géographes finalement restent dans leur laboratoire ou dans leur bureau. Qu'est-ce que ferait une photographie, même s'il y a certains binômes de ce type-là qui ont déjà été développés, qu'est-ce qui ferait une photographie où celui
qui vient plutôt de la géographie et celui qui vient plutôt de la photographie partagent en fait l'expérience de terrain, donc la dimension empirique, l'écriture photographique, il n'y a pas la délégation de l'écriture photographique à l'un ou à l'autre, mais aussi partagerait l'écriture des textes qui accompagnerait ces images, et le développement des hypothèses sera également partagé. Donc on va commencer par vous expliquer un peu notre méthode de travail, qui commence évidemment par l'identification des lieux. Ça, elle se fait par plusieurs moyens, mais un des premiers moyens, c'est quand même l'observation et les pratiques quotidiennes du terrain. À l'occasion d'autres projets photographiques, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ou de déambulations de ville. Enfin, je parle pour Marseille parce que j'habite à Marseille et que je produis plusieurs séries en même temps sur Marseille avec des collaborations différentes, donc j'ai quand même beaucoup l'occasion d'arpenter cette ville et donc de rencontrer ce genre d'objets dont on ne sait pas toujours à quoi ils se réfèrent et leur utilité, ou leur utilité. Donc c'est pour ça que dans ce processus d'identification, on rencontre le monde associatif qui s'occupe je ne sais pas comment on dit. La spécificité du travail, c'est que finalement, on vient photographier après l'installation ou l'habitation de parcelles urbaines. Donc il a fallu identifier et confirmer finalement la finalité de ces dispositifs anti-installation. Donc on est allé à la rencontre d'informateurs en fait, qui proviennent souvent du monde associatif, comme Rome Europe à Paris, rencontre d'IGAN à Marseille, qui vont à la fois nous confirmer que ces terrains-là avaient été occupés à des fins d'habitation précaire, mais à des fins d'habitation, et vont nous donner un certain nombre d'adresses, ce qui permet, puisque ces dispositifs, des barrages avec des rochers, etc., il y en a un peu partout, de comprendre finalement la finalité de ces dispositifs et leur origine. Je rajoute à noter que ce qui peut faire peut-être la spécificité des lieux qu'on choisit, c'est justement qu'on essaye de se placer dans une sorte de réaction à une urgence. C'est-à-dire que les dispositifs qui nous intéressent, c'est ceux qui sont produits par les collectivités et les autorités en réaction urgente pour empêcher une réinstallation rapide juste après les expulsions. Ce qui peut faire par exemple la différence avec des séries sur les dispositifs anti-installation des gens du voyage, qui sont une sorte de mobilier urbain qui est peut-être plus pensé et plus lent à mettre en place et puis voté peut-être même, enfin de ce genre de choses. Alors que les choses dont nous on s'occupe, c'est des choses qui sont réalisées très très vite et voilà, dont on essaye de comprendre quels sont qui décide de quoi et pourquoi cet objet-là plutôt qu'un autre, pourquoi cette technique-là plutôt qu'une autre. Donc en fait, ces dispositifs-là sont finalement très sommaires, sans design, sans activité de conception, et ils sont le résultat finalement d'une politique de l'inhospitalité, aboutissent finalement à l'intérieur des territoires urbains à une soustraction de parcelles habitables, mais qu'on a soustrait pour empêcher avant tout une habitation non réglementaire, ou le non-respect du droit de propriété, qui est un des critères principaux. Ensuite, on arpente. Ensuite, on fait un travail de terrain à deux. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié le lieu, on va le visiter et on fait des repérages en commun, on l'arpente, on le photographie un peu sous toutes les coutures. On essaie de faire une sorte d'épuisement en fait de tous les points de vue possibles sur un espace. Et c'est seulement lorsqu'on a l'impression d'avoir épuisé ses possibilités en fait de représentation qu'on décide de partir. Ce qui ça dépend un peu de la taille des lieux, parce qu'il y a des lieux qui ont des morphologies et des tailles quand même très différentes, donc il n'y a pas toujours la même temporalité. Donc là,
La pratique en fait photographique, elle est vraiment basée sur ce principe d'épuisement et assez topographique. On va faire un assez grand nombre de prises de vue à l'intérieur de chaque lieu. Toutes les vues sont réalisées en commun. Ce qui est important. On essaye d'avoir une pratique simultanée des terrains pour pas qu'il y en ait un qui prenne de l'avance et que finalement qui guide les prises de vue. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important où finalement toutes les prises de vue sont sont le moment d'un dialogue et d'un dialogue aussi pluridisciplinaire puisqu'on vient de domaines différents. Donc à partir de ce principe topographique, par contre, à l'occasion de la construction des séries, de la sélection du montage, on va basculer petit à petit vers un principe qui sera plus lié à une documentation de dispositifs. Mais peut-être l'image juste d'avant, je voudrais juste... et juste celle d'après, pardon. Non, c'est juste pour expliquer sur peut-être parce qu'il y a quelques images qui nécessitent quand même des explications, donc peut-être juste celle d'après, qui est une photographie réalisée à Lyon. Il doit y en avoir deux autres après. Voilà. Donc c'est juste pour, et encore une autre je crois, c'est juste pour vous montrer que sur celle qui a 2 fois avant, c'est un espace qu'on avait identifié et qui a été recouvert de galets sur quelque chose comme, je pense, 50 cm facilement, et qui fait un espace très très difficile ne serait-ce qu'à arpenter. En fait, on s'enfonce dans les cailloux. C'est presque le pire qu'on ait vu en fait, parce que c'est vrai que sur la première photo vue de loin, finalement c'est assez peu lisible, d'où la nécessité d'avoir vraiment une confirmation que ces dispositifs sont là pour un usage répulsif, je sais pas comment dire, enfin... Voilà, donc pour passer en fait de ce principe topographique, sur le terrain on fait un certain nombre d'images à finalement la collecte de dispositifs. On va essentiellement sélectionner les images, non pour représenter ces parcelles, ces lieux, mais pour se centrer sur ces dispositifs et avoir une variété de dispositifs qu'on va petit à petit décliner dans la série. Et ce choix de se détacher un peu d'une pratique topographique pour aller vers une collecte de dispositifs influe aussi les légendes, c'est-à-dire ces images petit à petit ne prennent pas le nom des lieux où les images ont été réalisées, mais permettent d'identifier des formes de dispositifs variés. Donc parmi ces dispositifs, on peut revenir sur des catégories assez simples qui sont en formation encore chez nous, puisque c'est un travail en cours. Donc globalement, il y a 2 principes d'origine. Il y a apporter des matériaux et déplacer des matériaux qui étaient déjà sur place. À l'intérieur de ces 2 catégories, on voit qu'il y a des lieux où les pouvoirs publics déposent, d'autres où ils chamboulent, et encore certaines fois où ils barrent l'accès. Et encore une fois, dans un 3e niveau, il y a des phénomènes de déversement, des dispositions qui peuvent être assez régulières, ou des dispositifs d'amassement, ou encore plutôt dans le chamboulement. On laboure, on sillonne, on tranche, etc. Donc on a voulu travailler sur cette déclinaison plutôt que représenter les lieux, les parcelles, le paysage urbain en tant que tel. Non, on peut juste aussi parler peut-être de la question de la visibilité des dispositifs. Pour nous, c'est poser du coup des questions. Alors, d'abord de temporalité, c'est-à-dire que souvent c'est des endroits qui se transforment en une saison, enfin ou en 6 mois en début de friche. Et la nature revient s'inscrire, enfin se pousser sur le terrain, et du coup pour nous il se pose un problème de lisibilité. Donc quand on arrive 1 an après, pour nous l'endroit n'est plus suffisamment clair. Et puis il y a la question de la lumière aussi dont on s'est beaucoup entretenu tous les deux, parce que Jordi venant plutôt d'une lumière
très méditerranéenne à midi. Et moi, peut-être un peu un autre type, s'est posé la question justement de quelle lumière choisir à chaque fois pour que les choses puissent se lire de manière la plus efficace, sachant que c'est souvent des espèces de petits bouleversements, donc avec des petits reliefs qui peuvent être, en fonction de la lumière, totalement impossibles à voir. Donc en fait, dans cette question de la lisibilité des dispositifs, il y a vraiment, on a mis la priorité sur montrer les dispositifs tels qu'ils sont, plutôt que recontextualiser à l'intérieur de l'espace urbain. Donc c'est la problématisation en fait territoriale qui prend le dessus sur la contextualisation paysagère. Donc autour de ces photographies, comme on le disait un peu avant, elles ont donné l'occasion d'entretiens. Et en fait, il y a une collecte documentaire à partir d'entretiens qui se réalisent ou de documents que nos informateurs peuvent nous donner et qui petit à petit environnent en fait ces photographies et montrent un peu aussi, laissent voir notre dispositif d'enquête. Donc il y a des modes d'emploi, des chartes, des communications d'entreprise qui nous montrent les dispositifs anti-installation qui sont à même de réaliser, etc. Donc c'est un élément important et qui petit à petit finalement environne les prises de vue que nous réalisons. Donc en fait ce travail, il est vraiment pensé comme un travail documentaire et ce qui pour nous implique aussi une forme de mise à disposition des acteurs territoriaux, de la réflexion aussi sur la précarité, les habitations précaires dans le milieu urbain. Et en même temps, un travail sur l'exposition et la mise en forme dans le cadre de lieux ou de supports qui seraient davantage artistiques, mais liés à la question documentaire. Voilà. Donc la première image que j'ai choisi de vous montrer ce soir, c'est une image que j'ai prise en 2007. Ah oui, il faut que je fasse ça. Pardon. Donc c'est une image que j'ai prise en 2007 sur le canal Saint-Martin à Paris. Et en fait, elle fait suite à l'action initiée par les enfants de Don Quichotte pour sensibiliser les gens aux problèmes des sans-abri. Cette installation, l'installation des tentes à cette époque s'est étendue le long du canal et s'est prolongée dans le temps. Et à l'été 2007, les derniers campements ont été évacués et les forces de l'ordre et les pouvoirs publics ont installé de manière assez brutale ces bornes anti-stationnement pour éviter la réinstallation des tentes. Et la vue de ce paysage à l'époque m'a choquée parce que c'était soudain et parce que les plots remplaçaient les corps qui habitaient l'espace auparavant. Et donc je me suis rendu compte que la vision de la misère dérangeait et qu'on la repoussait plus loin pour ne pas la voir au pied de sa porte. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai constaté que je voyais de moins en moins de clochards installés durablement dans l'espace public. Non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce qu'ils sont chassés, eux aussi, un peu comme on chasse les pigeons avec des pics. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet de l'exclusion par les dispositifs mis en place pour empêcher les gens de s'installer dans l'espace. Et toutes les photographies que je réalise sont faites à Paris, parce que je travaille dans un environnement qui m'est proche. Et ces dispositifs, je les repère en marchant. En fait, j'utilise beaucoup la marche pendant mes déplacements quotidiens. Et donc, je repère les dispositifs avec un téléphone, puis je reviens sur place pour les photographier. Et je choisis la lumière pour que les dispositifs soient lisibles sur l'image, parce que souvent, ils sont dans des coins assez sombres et peu éclairés, et on a du mal à les voir. Alors à chaque fois que je rencontre un dispositif, ce qui m'étonne, c'est le côté sculptural de la chose. Tiré de son contexte, ça pourrait presque être une installation dans une galerie, mais là on est bien dans l'espace public et le but c'est bien d'empêcher quelqu'un de s'installer là. Là on a donc un mobilier urbain disposé donc c'est des bornes anti-stationnement encore, ou non, des bornes qui longent les trottoirs, bref, disposées en zigzag pour éviter l'installation de quelqu'un.
Un autre exemple de forme assez étrange. Là, on a des parallélépipèdes de différentes hauteurs et des barres comme celles qu'on peut trouver dans le métro. Et d'ailleurs, j'ai pas étendu mon sujet au métro, parce que la lumière du métro m'intéresse pas. Mais il y a plein de dispositifs aussi dans le métro, puisque depuis les années 90, la RATP a supprimé les bancs et les a remplacés par des sièges individuels. Et aussi, les bancs ont été remplacés par des espèces de petits, je sais pas comment les appeler, mais on est obligé, des perchoirs, voilà, on est obligé de se tenir debout. Et donc en 2003, quelqu'un a déjà travaillé sur ce sujet, le réalisateur, c'est plutôt un artiste, Gilles Pathé. Il a fait un film qui s'appelle Le repos du fakir. Et dans son film, on voit un homme qui essaye de s'allonger dans ces espaces ou dans le métro. Malgré les pics et les plots. Et moi, ça m'intéressait de travailler sur ce sujet parce que je me rends compte qu'il est toujours d'actualité et que les formes des dispositifs évoluent. Elles sont pensées et designées. Donc je me demande toujours qui dessine ces formes. Souvent, je ne sais pas. En général, elles sont plutôt discrètes parce qu'elles ont tout intérêt à se fondre dans le paysage. C'est même la condition qui les fait rester en place, puisque lorsqu'elles sont trop visibles, elles soulèvent un tollé général et elles disparaissent en général. Ça a été le cas à Angoulême en 2014. Une société a grillagé les bancs qui se trouvaient sur le parvis de la gare. Et là, donc ça a vraiment, en plus, c'était à la veille de Noël. Donc l'opinion s'est réveillée et ils ont été obligés d'enlever les grillages. Alors moi, je n'ai pas photographié le fakir, mais j'en ai rencontré un dans le 10e. Il a décidé de s'installer là. Comme ça, à première vue, on pourrait se dire que c'est un endroit normal. C'est juste un endroit fait pour penser, pour attacher son vélo. Mais avant ce dispositif... il y avait un autre dispositif en place qui était beaucoup moins discret. C'était d'énormes bacs de fleurs disposés en zigzag aussi dans l'espace. Et donc celui-ci, il passe un peu mieux visuellement. Ce qui est fou, là, l'image est projetée en grand, donc vous devez le voir. Mais ce qui est fou, c'est que le monsieur, ça je l'ai découvert après coup, il utilise l'espace entre le mur et les tuyaux pour disposer ses couverts. Et donc il en a vraiment fait un lieu de vie. On le voit... Je pense que les gens qui sont dans la salle le voient. Et ce genre de geste de réappropriation de l'espace, ça m'intéresse. Là, on a un autre dispositif totalement absurde dont on peut vraiment douter de l'efficacité. Mais quand même, quelqu'un s'en sert pour stocker ses cartons, parce qu'il y a des dispositifs aussi pas vraiment photographiables qui consistent à arroser les trottoirs peu avant la tombée du jour, de manière à ce qu'on mouille les cartons et que les cartons puissent plus être utilisés. Donc là, on a un dispositif qui sert de rangement pour les cartons. Et oui, à Bruxelles aussi, j'ai entendu parler d'un autre dispositif installé près d'une entrée de musée. C'est une douche automatique qui détecte les présences et qui arrose les gens. Et donc une autre forme de dispositif qui est assez ancienne, celle-ci, c'est un dispositif anti-urine. La photo de gauche date de 2010 et celle de droite du mois dernier. Et en fait, à cet endroit, c'est un porche, donc c'est un endroit qui peut permettre d'être abrité par temps de pluie et dans une rue relativement calme, rue Taylor. Donc à cet endroit, des gens s'étaient installés et voilà, récemment, on a rajouté des potelets métalliques dans une savante disposition pour empêcher l'usage du lieu. Voilà, donc chaque espace à protéger a sa solution. Ici, on dirait qu'elle mime l'architecture. Enfin, la partie carrelée a l'air de faire partie du bâtiment d'origine et la partie en béton est clairement rajoutée. Alors, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé à cet endroit, si c'est des jeunes qui squattaient et qui dérangeaient. Et d'ailleurs, au sujet des jeunes, il y a un dispositif infotographiable qui consiste à envoyer des ultrasons que seuls peuvent entendre les jeunes gens pour éviter donc leur rassemblement. Et récemment, j'ai vu ce dispositif en cours d'installation sur le boulevard de la Bastille.
Et quand je suis passée la première fois, donc j'ai repéré avec mon téléphone, et à ce moment-là, j'ai vu des gens sortir de l'immeuble, et ils étaient tous offusqués de l'installation du dispositif. Puis j'y suis retournée pour faire la photo donc avec un moyen format. Et à ce moment-là, j'ai rencontré les gardiens qui étaient assez méfiants au début. Puis finalement, la gardienne m'a expliqué que ce qui s'était passé, en fait, c'est que son mari s'est fait agresser par des migrants qui squattaient cet endroit. Et il s'est fait agresser et menacer. Et donc, ils ont eu peur. Ils ont demandé l'installation de ce dispositif. À la réunion des copropriétaires, il y avait seulement 4 personnes qui ont voté le dispositif. Ils ont même pu décider de sa forme parce que comme le bâtiment, qui est un très grand bâtiment au-dessus, est classé, ils ont fait appel à un architecte pour dessiner le dispositif et la forme a été validée par la mairie de Paris et la direction de l'urbanisme. On le voit sur un petit papier dans la rue. Donc ça, c'est les gardiens qui me l'ont fait remarquer. Et voilà, donc derrière chaque dispositif, il y a un commanditaire différent et il y a une histoire que je ne connais pas pour la plupart du temps. Et ce sont souvent les sentiments de peur et d'insécurité qui provoquent ce genre d'installation. En fait, c'est un peu le résultat d'une négociation qui a échoué entre différentes personnes. Donc moi, j'ai essayé d'établir un inventaire de ceux que je croisais. Donc on trouve différents matériaux utilisés, des cailloux, des galets, des pavés, des pics, des plots, des barres en métal, des plans inclinés, beaucoup de plans inclinés, des grilles et des cages. Et voilà, ce qui est donné à voir aussi dans ces images, c'est l'absence des corps qui pourraient les occuper. La forme des dispositifs change, elle évolue. Je vois de plus en plus de grilles et de cages entourées des endroits qui sont peut-être mal définis à la base. D'ailleurs, oui, les immeubles récents, je pense que tout est fait en fait pour éviter les coins et les recoins et on traverse plusieurs sas avant d'arriver à l'entrée de l'immeuble. Ça m'intéresse en fait, ces différents seuils à traverser. Là, un autre dispositif assez ton sur ton, il se trouve à la gare d'Austerlitz, à l'entrée de la gare. Là, on voit que le matériau choisi compte. Enfin, j'ai regardé plusieurs fois avant de bien voir ce que c'était. Bon, tout ça pour dire que ça ne touche pas uniquement les SDF, mais ça touche en fait l'ensemble des citoyens. En fait, c'est comme si on dictait des usages de l'espace en installant ces choses dans l'espace, et comme si on infantilisait les gens, donc en dictant des règles, et surtout comme si la rue n'était plus un endroit où on pouvait s'arrêter, tout simplement pour, je sais pas, fumer une cigarette ou prendre le temps pour se poser. Ouais. Et face à tout ça, il m'arrive de trouver des sortes de poches de résistance qui sont ces abris de fortune fabriqués par des gens. Là, on a 2 personnes différentes qui ont fabriqué 2 abris sur la même place à Ménilmontant. Je sais qu'ils ne se fréquentaient pas. Voilà, chacun vivait sa vie. Alors, si ce n'est pas la meilleure solution, ce genre d'abri, ça permet au moins aux gens à la marge de dormir de manière isolée de la vie urbaine. Enfin, au moins de ne pas dormir à la vue de tous. Et aussi, ça les rend, je pense, plus visibles. Ils peuvent peut-être établir des liens avec les gens du quartier. Voilà. Et donc, ce qui disparaît aussi de l'espace public, ce sont les bancs. On trouve de moins en moins de bancs pour s'asseoir en ville. Moi, je cherche souvent des bancs parce que je marche beaucoup. Et donc, j'aimerais bien m'asseoir gratuitement dans la ville. Le design des bancs à Paris évolue aussi. Ils sont conçus avec des séparations, des excroissances qui délimitent l'espace, les places. Et on voit même de plus en plus de sièges individuels sur lesquels je ne vois jamais personne assis, mais bon, ils existent. Et la présence du mobilier urbain est importante parce que c'est un élément avec lequel le citoyen interagit et ça lui permet de s'arrêter dans l'espace, de se réunir, de se rassembler et d'échanger.
et d'envisager la ville comme un espace politique, pas simplement comme un espace marchand dans lequel on est tenu de consommer et de circuler. Voilà ce que j'ai à dire sur, sur les images. Bonsoir. Donc moi, je mène depuis une quinzaine d'années une étude photographique sur les lieux vacants du nord de Paris et leur occupation par des hommes et des femmes à la recherche d'espaces refuges et leur confrontation au pouvoir qui les contraint à les abandonner. J'ai donc dans un premier temps photographié la gare du Nord et plus précisément des groupes d'usagers qui vivaient là de manière permanente. J'ai observé les éléments... voilà, donc il y a celle-là aussi. Donc j'ai observé les éléments de contrainte mis en place à leur encontre, comme les mobiliers de la gare ou du métro. J'ai observé là aussi la mise en place du plan Vigipirate à ses débuts, avec les premiers soldats en armes dans la gare, ainsi que les diverses déclinaisons du plan, comme là le retrait des poubelles ou des bancs sur les quais. La pose des grilles dans les recoins de la gare. Et l'emploi de sociétés privées de sécurité. Voilà, des grilles encore. Et la sécurisation des quais sur les voies, là plutôt côté Eurostar. Donc j'ai pu aussi observer la multiplication et la diversité des forces de l'ordre qui sont en place à la gare du Nord. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a la police nationale, il y a la police des frontières, la police ferroviaire, la gendarmerie, l'armée et tout un tas de sociétés privées, d'agents de sécurité et de maîtres chiens. Aujourd'hui, les SDF ont été refoulés de la gare et de ses abords. Et donc le maître mot un peu à la SNCF, c'est de faire de la foule un flux, de façon à ce que rien n'accroche et tout circule. Donc en ville, j'ai observé moi aussi l'usage des infrastructures publiques par des sans-abri pour s'en faire des lieux de survie, comme là par exemple les bouches d'air chaud du métro, ou les rares bancs publics qui restent. Donc moi aussi, là, j'ai observé les dispositifs mis en place pour les contrer, comme ici, ou le boulevard de la Villette, devant un supermarché. Ici, à Louis Blanc. C'est une ancienne... là, oui, ça, c'est une ancienne bouche d'air qui était à l'horizontale, donc à plat au sol, où les gens pouvaient dormir dessus. Et on a transformé cette bouche à plat en verticale, de façon à ce que les gens ne puissent plus dormir dessus. Mais alors, ils arrivent quand même à se coucher un peu devant, quoi. Ça leur laisse... il y a 30 cm entre eux et la rue, quoi. Ben voilà, le repos du fakir, il est là. Plus au nord, à la périphérie, j'ai suivi l'occupation des friches urbaines par des communautés diverses. J'ai observé les constructions des baraques, la fabrication des poêles de chauffe, de cuisine. J'ai étudié les formes de vie des occupants, leur économie informelle de survie, comme la récupération de ferraille et la revente, ou la mendicité et d'autres revenus comme ça, informels. Tous les bidonvilles que j'ai pu connaître là, dans tout ce temps-là ont été détruits. Ainsi que les squats.
Donc à chaque fois, c'est un peu la même procédure que j'ai pu constater. Donc après l'évacuation des bidonvilles et leur destruction, c'est la mise en place temporaire de vigiles et de chiens. Puis après, une installation un peu plus pérenne de dispositifs d'empêchement assez variés. Là, celui-ci est assez original, c'est des gros troncs d'érable coupés. Là. Enfin, ce qui n'empêche pas tout à fait les gens d'y être quand même, mais c'est un peu plus difficile. Là, un autre dispositif, l'enrochement, c'est une chose un peu plus courante, avec des gros rochers de calcaire qui sont déposés et qu'on ne peut vraiment pas bouger, quoi. Ouais, là, un autre aussi, vous en parliez tout à l'heure, là, donc c'est le chamboulement des terrains par des tracteurs, etc., qui retournent le terrain et qui rendent la construction et la vie dans le bidonville assez difficile, quoi. Alors, ouais, la destruction systématique des bidonvilles et la raréfaction des friches, due à l'expansion notamment du Grand Paris, force les personnes à vivre dorénavant de façon plus dangereuse. Ils se serrent dans des camionnettes quand ils en ont, ou directement ils vivent dans la rue. Donc non loin de la gare du Nord, j'ai suivi aussi l'occupation du terre-plein central sous le métro aérien, entre les stations de La Chapelle et Jaurès, par des réfugiés africains. Et ils sont en provenance de Libye et ils étaient en attente pour la plupart d'un hypothétique passage vers l'Angleterre, via Calais, pour ailleurs, l'Allemagne, etc. Mais rares étaient ceux qui voulaient rester à Paris réellement. Donc j'ai là aussi observé l'utilisation et le détournement des infrastructures de la ville. Comme là, sous le métro aérien, ils s'en servaient pour dissimuler leurs affaires. Les espaces sous le métro aérien et ses abords étaient également partagés par un marché informel, tenu par des vendeurs à la sauvette, ceux qu'on appelle les bifins. Voilà, là c'est sous le métro. Donc les espaces sous le métro aérien et ses abords... Non, pardon. Oui, les réfugiés comme les bifins ont été inlassablement chassés du terre-plein par les forces de police. Leurs affaires, leurs tentes, leurs sacs de couchage systématiquement jetés à la benne. Et ils sont toujours, faute de mieux, revenus. Dorénavant, le terre-plein sous le métro aérien est clôturé sur toute sa longueur, de La Chapelle à Jaurès. Et les 2 squares alentours ont été fermés et mis sous la surveillance de maîtres chiens 24 heures sur 24. Donc le marché informel s'est replié en périphérie. Il bouge au gré des contraintes policières de la porte Saint-Ouen vers la porte Montmartre. La police intervient régulièrement sur ce marché interdit et les bifins qui n'ont pas fui assez vite sont verbalisés et leurs ballots jetés à la benne. Ici, c'est porte Saint-Ouen. Et là, fait nouveau dans le dispositif policier, la garde républicaine est appelée en soutien régulier aux forces de police.
Donc j'ai retrouvé les réfugiés africains, eux aussi refoulés à la périphérie. Ils ont dans un premier temps pu trouver quelques endroits, porte de la Chapelle, où dormir, en attendant de pouvoir accéder au centre d'accueil et de tri nouvellement créé, c'est-à-dire l'année dernière. Ce centre est pris littéralement d'assaut chaque matin, car la queue est longue et les places sont rares. C'est-à-dire, il y a environ régulièrement 200 personnes qui attendent toute la nuit et on en prend une quarantaine le matin. Les autres sont priés de revenir le lendemain. Et donc là aussi, les dispositifs du type enrochement ont été installés pour empêcher les réfugiés d'y dormir. Donc ils ont dû se retirer dans des endroits plus discrets, à l'abri des regards et de la police, comme là sur le chantier du tramway, à la porte de la Chapelle. Là devant le centre, là, sur une bouche d'air chaud. Et donc chassés d'à peu près partout, il y en a qui se réfugient jusqu'à dans les interstices les plus impossibles de la ville, comme là sur la petite ceinture, sous les nouvelles constructions des voies du tramway. Donc voici pour finir là, une série d'images que j'ai fait à Calais. Calais, c'est pour les réfugiés le passage obligé pour l'Angleterre. On a eu beaucoup d'images de la jungle de Calais, des conditions de vie des réfugiés, mais très peu finalement, je trouve, du dispositif de haute sécurité qui a été pensé par les pouvoirs en place à l'échelle de toute une agglomération et qui clôture la ville et ses environs. Donc je me suis attaché à photographier que ce dispositif. J'ai photographié les couloirs de clôture surmontés de barbelés concertina. C'est des barbelés avec parés de lames de rasoir. Et ces barbelés courent sur 29 km le long des routes menant au port et au terminal d'Eurotunnel. Le creusement de douves, de déboisements et l'inondation des terrains aux abords du terminal qui gênent la progression des clandestins et qui permettent une meilleure surveillance et facilitent l'intervention des forces de l'ordre. Ça, c'est les fameuses douves. Ici, le camp de containers temporaire pour réfugiés. Il est lui aussi clôturé et l'accès se fait par un dispositif de reconnaissance palmaire. Je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs. Oui. Donc là, c'est pas très loin du centre-ville. Le dispositif, il est aussi présent. Là, un carrefour aussi. Là, la plage au nord-est de la ville. Et voilà, là, pour finir, une estafette de police là sur la plage pour contrer les éventuels clandestins qui pourraient passer à marée basse, donc intervenir. Voilà. Ça marche tout de suite. Merci pour ces images et l'histoire qui va avec. Et aussi pour ces images qui, pour certaines, je parle des expulsions de bidonvilles, ou ce qui vient après, finalement, constitue une forme de mémoire de ces sites sans mémoire, des endroits où des gens ont habité et où ensuite, s'il n'y avait pas ces dispositifs terribles et s'il n'y avait pas vous pour les regarder,
il n'y aurait aucun témoignage que ces espaces ont été saisis, ont été habités, ont été appropriés. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient de voir. Calais, c'est vide, mais à ma connaissance, pas démonté pour le moment. Ces containers-là, ces containers et ces barres, ces vides, clôtures. C'est ça, Oui, c'est vide. Alors des dispositifs, il y en a de toutes sortes. On vient de le voir, du lourd, du léger, du sophistiqué, du pas sophistiqué du tout, du matériel, du pas matériel. Ce qu'on voit là, en gros, c'est effectivement cette ville, non pas inhospitalière, mais redoutable, cette ville méchante, cette ville violente, cette ville qui veut pas d'eux. Voilà. Et c'est plus, à mon avis, que le NIMBY. On va en reparler, parce que le NIMBY, ça veut dire not in my backyard, non pas dans mon jardin, c'est-à-dire que des privés ne veulent pas, enfin c'est plus, on va discuter bien sûr, des privés ne veulent pas que ça soit chez eux. Et bien sûr, c'est pas dans mon jardin, mais c'est pas près de chez moi, c'est pas dans la ville que j'habite, c'est pas dans le standard que je veux, enfin, voilà, c'est pas conforme au standard que je veux. Mais ce qu'on voit là, c'est que en réalité, ça concerne des pratiques publiques concernant l'espace public. Et c'est ça qui peut-être marque un fait précis de la ville aujourd'hui. La ville a toujours attiré, a toujours eu des qualités de collectif, a toujours aussi eu des défauts ou en tout cas des actions de relégation. On a beaucoup expulsé en ville, on a beaucoup relégué en ville, on a beaucoup fait partir des gens plus loin. Et ça, c'est pas nouveau. Mais le fait de rendre impossible l'occupation des territoires collectifs, soit qu'ils soient, comme ici, des territoires vacants, avec des statuts très variés, certains absolument inutilisés, appartenant à des propriétaires fonciers d'État ou semi-privés, enfin, etc. Soit tout simplement dans l'espace public de la rue en ville, c'est-à-dire aussi bien dans les territoires suburbains, dans les villes, etc. Le fait de voir vraiment ce refus des êtres humains ou ce refus du pauvre, ou ce refus des étrangers, est peut-être quand même un fait particulièrement marquant. Alors, quand on regardait ces photos que vous avez passées, moi j'hésitais entre, et donc j'aimerais bien votre sensation là-dessus, j'hésitais entre un effet de scénographie, ou en tout cas de mise en scène de ces dispositifs, qui aurait aussi un rôle à dire attention, invasion, dispositif non pas seulement défensif, mais qui mettrait aussi en scène la gravité de tous ces étrangers qui vont envahir la France, ou de tous ces pauvres, on commence à parler de pauvrophobie, paraît-il, ça existe, de tous ces pauvres qui pourraient mettre en danger notre bonne ville et notre bon appartement 3 pièces conforme aux normes, etc. Est-ce qu'on peut prendre des photos comme celle-ci, comme l'idée d'une mise en scène qui voudrait nous faire peur d'une invasion, ou au contraire, est-ce qu'il y a une forme ou est-ce que vous ressentez une forme de banalisation de ces procédés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans la façon dont vous les ressentez, dans la façon dont vous voyez les acteurs, puisque vous les... Voilà. Donc, ma première question, peut-être pour Jordi. Comment répondre? Je pense qu'il n'y a pas... de notre côté, en tout cas, il y a une mise en scène la plus réduite possible. La mise en scène, elle favorise la lisibilité du dispositif. Encore une fois, le faire ressortir et poser la question de la présence de ces dispositifs
dans la ville. Donc nous, on est plutôt dans des interstices à régime foncier différent, ce qui n'est pas forcément ton cas, puisque c'est plus dans la rue quotidienne que tu trouves les dispositifs sur lesquels tu travailles. Je sais pas si c'est une question. Oui, enfin, si nous on travaille sur une pauvrophobie ou une peur de l'étranger, ou je pense pas. Je pense que c'est des dispositifs politiques qui sont liés à des prises de décision, les prises de décision qui sont aussi en partie informelles. Nous, on travaille sur des dispositifs qui sont plutôt sommaires, donc c'est une interrogation aussi sur ces prises de décision administratives. Qui s'ancre, qui se matérialise sur le terrain, je pense. Oui, mais enfin, ces prises de décision administratives, elles se confrontent quand même à un espèce de principe de réalité. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Et on va en parler, évidemment. On a parlé de résistance, déjà. Et puis, de toute façon, ça ne peut pas marcher. Donc, ma question était... Quand vous les regardez, quand vous les photographiez, comment vous les ressentez? Puisque précisément, non seulement ils rendent la ville méchante, et d'ailleurs pas seulement pour l'étranger, le pauvre, la personne en situation précaire, mais pour tout le monde. C'est quand même une ville qui devient extrêmement désagréable, et laide d'ailleurs probablement, pour tous. Mais en plus, ça ne marche pas. En plus, enfin, on le sait bien, c'est absurde ces dispositifs, non? Donc si derrière l'absurdité, est-ce qu'il n'y a pas une théâtralisation du machin? Moi, je sais que... Pardon. En fait, je conduis cette série depuis 2009 et au bout d'un moment, je me suis habituée à voir les dispositifs et j'ai eu l'impression que c'était pareil pour les gens qui fréquentaient la rue. Ils s'y sont habitués et presque... j'ai vu des gens installés de manière assez étrange sur des dispositifs. J'ai l'impression que c'est rentré... dans l'ordre des choses d'avoir ce genre de mobilier, alors qu'à une époque, quand je m'arrêtais pour les photographier, les gens me regardaient et me posaient des questions et demandaient ce que c'était. Là, j'ai l'impression que tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait que voilà, c'est à destination des clochards et personne ne réagit. Enfin, tout le monde les a un peu adoptés. Ça répond pas vraiment à la question. Si, ça répond à la question. Et donc, par exemple, tu n'observes pas des gens. Tu parlais aussi des jeunes devant l'immeuble, etc. Ce dispositif, il est aussi contre eux. Mais ça veut dire qu'il est aussi contre nous, d'une certaine manière. Est-ce que ça, c'est saisi de temps en temps? Des gens qui, peut-être, forcent, même s'ils sont pas... C'est pas pour dormir, ou remarquent, en tout cas... Moi, j'ai vu quelques actions d'artistes dont j'ai pas les noms en tête, mais qui fabriquent d'autres dispositifs qui viennent se poser sur ces premiers dispositifs, un matelas en mousse par exemple, pour pouvoir se réapproprier l'espace et boire un coup à cet endroit-là. J'ai vu ça passer sur Internet, je connais pas clairement les noms, mais... Bien, tu veux... Ouais, enfin moi ce que j'ai remarqué, c'est que les dispositifs installés contre ce qui pourrait être des réfugiés, des SDF, etc., fait un peu long feu, parce que je pense très, très vite les gens ont pris conscience que c'est aussi contre eux-mêmes que ces dispositifs sont faits. Enfin, il n'y a qu'à voir là, le quartier où je travaille énormément, là, c'est-à-dire autour de la Chapelle. Pratiquement de la Chapelle jusqu'à la porte de la Chapelle, tout a été clôturé. Tous les lieux, tous les espaces qui étaient des espaces vacants, publics, où des gens pouvaient dormir, mais d'autres pouvaient faire promener leurs chiens ou aller faire de la patinette ou jouer au basket sous le métro, tous ces lieux sont fermés. Régulièrement, tous les parcs, le parc des Halles, l'esplanade de la rue... comment s'appelle cette rue? Enfin, l'esplanade est fermée aussi régulièrement, puisqu'il se trouve qu'il y a quelques réfugiés qui vont y dormir, et donc toute la rue de Flandre a été tout le terre-plein de la rue de Flandre est fermé depuis 2 ans maintenant, et on y a installé assez misérablement l'hiver dernier quelques petits sapins et un pseudo marché de Noël, mais qui faisait de l'effet sur personne, puisque les boutiques étaient même fermées, donc c'était réellement dans le but d'empêcher les gens de s'y installer, quoi.
Et donc, c'est pas uniquement tourné contre les SDF, c'est toute une population qui est visée par ces installations. C'est une forme d'autodestruction de la ville, finalement. Oui, moi je vois ça un peu comme ça. Et puis c'est une forme de revanche aussi sur ces quartiers qui sont aussi des quartiers assez populaires et où les gens ont quand même un peu un sentiment envers l'étranger, le réfugié, le SDF, parce qu'ils en sont eux aussi souvent pas très loin. Et donc c'est là d'ailleurs qu'on voit les plus grandes actions d'entraide, de soupe, de distribution de couverture, etc. C'est dans les quartiers les plus pauvres que les gens ont le plus de cœur et le plus d'entraide envers les autres. Mais je pense qu'il y a une réelle efficacité. Je ne sais pas si apparemment tu es là. Enfin, il y a des formes, bien sûr qu'il y a des formes de détournement. Il y a une réelle efficacité qui fait que des politiques, par exemple de viabilisation, d'accompagnement de bidonvilles, d'amélioration des formes d'habitat, ne sont pas possibles dans ces terrains et que finalement des interstices qui étaient à des positions assez centrales par rapport aux circulations, à l'économie de la ville, sont fermés et la possibilité de s'installer dans la ville de manière précaire et repoussée de plus en plus. Bien entendu, bien entendu. Regardez la résistance que l'homme peut opposer à ces dispositifs, c'est pas dire qu'ils n'existent pas. C'est une résistance qui se paye, c'est une résistance coûteuse. S'installer dans les bidonvilles que vous avez montrés au milieu des creux dans le paysage, on le voit effectivement régulièrement. C'est compliqué. Ce qu'on voit sur l'ensemble des images que vous avez montrées, c'est qu'il y en a partout de ces dispositifs anti-installation. Il y en a partout sur plein de formes. Donc, bien entendu, ça a un effet. Hein. C'était pas pour dire que ça n'avait pas d'effet. On vient de voir passer les photos de Mire là sur Calais vu par l'extérieur, le bord. On voit bien qu'on est dans un régime complètement féodal, mais c'était vrai aussi pour les pics que Sandrine montrait, ou pour les enrochements que vous avez montrés aussi. On est dans un régime... Enfin, c'est du lourd, hein, quand je disais tout à l'heure, on n'en veut pas. Quoi. Voilà, c'est vraiment des choses très, très lourdes. Mais je trouve intéressant aussi pour en regarder, pour en mesurer l'absurdité, pour les regarder dans tout ce qu'ils sont, d'en parler pas seulement parce qu'ils empêchent. Alors on peut en parler du point de vue de leurs coûts. On sait que ce sont des coûts que la puissance publique dépense un fric absolument fou pour l'ensemble de ces dispositifs. Des fois, ils sont designés par toute une économie de la mise en sécurité. Et elle touche évidemment aussi d'ailleurs la sécurisation des espaces relativement aux attentats, relativement au passage de la police, les barrières vauban partout, les aménagements au pied de la Tour Eiffel, etc. Enfin, tout ça, ça représente un budget absolument colossal. Il y a un budget de la puissance publique, municipale, départementale, régionale, étatique. Il y a des budgets des sociétés privées qui, évidemment, florissent sur ce genre de choses et font travailler des designers. Il y a bien sûr des travaux confiés aux architectes qui ont un rapport à la commande qui fait qu'ils obéissent à ce genre d'injonction, on va dire, si on leur demande d'accompagner un hall ou d'aménager un hall d'immeuble pour que, etc. Tout ça, c'est un fric fou. C'est un fric fou, pourquoi ? Voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi de regarder ce pourquoi, en tant que finalement, le nombre de bidonvilles est assez stable, que je sache. Le nombre de migrants, c'est un sujet un peu compliqué, mais enfin, je ne crois ni à la grande invasion, là non plus, ni évidemment à l'épuisement du sujet, ou à la diminution. Samir, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, enfin, moi je vois plus ça comme un désir absolu de contrôle sur tout, et tout ce qui peut échapper au pouvoir, à tous les pouvoirs, c'est quelque chose d'insupportable, et voilà, il faut remédier par ce qu'on peut voir là,
et avec tous ces dispositifs que moi j'ai pu suivre sur la gare du Nord et puis après dans les bidonvilles, etc. Voilà, je pense qu'on est dans une société bien plus policière qu'on pouvait l'être sous Napoléon III encore, puisque à cette époque, c'était encore autorisé les bidonvilles dans les zones, dans les fortifications aux alentours de Paris, etc. Ça s'appelait la zone. La zone. Adjé l'a montré. Voilà. Les zoniers. Oui. Ou les taudis. Les taudis, oui. C'est presque la même chose. Oui, c'est bien sûr le rapport du pouvoir qui veut non seulement empêcher, mais normer aussi. Normer la ville, mais la normer au regard de façon de vivre qu'on veut imposer, de façon des normes de pensée, avant d'être des normes constructives ou d'habitabilité, ce sont des normes de pensée quand même. Alors moi, je m'intéressais en ce qui concerne des photos, au dispositif invisible. Parce qu'en fait, il y a tout ce qui est très visible sur ces photos. Et puis, il y a l'invisible aussi. L'invisible de la cabine téléphonique où un SDF s'abrite. Et puis, hop, tout d'un coup, un jour, il n'y a plus de cabine téléphonique. Ou l'invisible de la marquise de la gare du Nord, sous lesquels, évidemment, s'abritaient des tas de gens. Et puis, hop, un jour, il n'y a plus de marquise. Est-ce qu'on peut rendre compte de ça, photographier ça Comment on fait? Comment on s'y prend pour cet invisible-là qui est également important? C'est photographier l'avant et puis photographier l'après. Donc, c'est être attentif à ce qu'il y a et ce qui ne sera plus et ce qui est là encore et qui dans quelques temps ne sera plus. Voilà, ça, je pense que c'est aussi l'intérêt de la photographie, c'est d'archiver ces images de la ville. Heureusement que Eugène Adjé a fait ce travail fantastique dans les années 13 sur la zone, sur la périphérie, sur les petits métiers de Paris, sur ces choses dont personne ne s'intéressait réellement à l'époque où il l'a fait. Et qui sont vraiment des documents fantastiques pour aujourd'hui, quoi. Donc je pense que, moi j'essaye de m'inscrire dans cette vision-là, de documenter la ville sur ses mutations, voilà, en bien, en mal, plutôt en mal en ce moment, mais il ne faut pas désespérer. Et aussi sur la documentation, beaucoup en fait, de vos reportages. Je pense que c'est important, dans le cadre de notre travail, d'articuler la production de documents photographiques et la collecte de documents qui sont administratifs ou d'entretien, étant donné que l'entretien aussi, par exemple avec du personnel de police, peut faire apparaître que la prise de décision, elle est au téléphone, elle est par voie de mail, d'identifier aussi le type de vocabulaire pour finalement nommer ce type de dispositif. Alors par exemple, d'après ce qu'on a pu voir, ces dispositifs sont nommés par les corps administratifs comme des dispositifs de sécurisation. Et quand on leur demande quelle est cette sécurisation, quel est l'objectif de cette sécurisation, c'est une sécurisation du droit de propriété. Plus que du droit de l'urbanisme. Moi, c'est les réponses qu'on a pu avoir. Donc, et de voir aussi qu'il y a des chartes développées par la préfecture, par des mairies, des modes d'emploi pour contrer ou prévenir cette forme d'installation. Donc, je pense que l'invisibilité de certains dispositifs, elle peut être aussi, on peut en rendre compte par la collecte de documents et pas par la production de documents photographiques et de créer un lien entre les deux. Non, moi je voulais juste dire que je pense qu'en fait, nous on travaille sur les dispositifs qui sont débloqués en urgence, et je pense qu'à ce moment-là, pour moi, c'est beaucoup plus des paysages de la peur en fait, plutôt qu'autre chose, plutôt qu'une politique de repoussement ou une politique quand on rentre dans chacun des lieux et qu'on connaît son histoire et qu'on sait parfois c'est la deuxième ou la troisième expulsion du lieu, etc. Je pense que c'est beaucoup plus en tout cas sur les dispositifs que nous on photographie, c'est des choses très impulsives en fait, qui je pense et c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous de chercher qui donne l'ordre à qui
et qui décide de quoi, quand. J'ai l'impression que en fait c'est très flou et que c'est très réactif, comme ça dans l'instant. Par exemple, une des premières photos où c'est une dalle de béton détruite. Là, c'est une action qui a eu lieu dans les fameuses 48 heures où ils ont le droit après une installation où il y a vous le direz sûrement mieux que moi, mais où il y a la possibilité de repousser l'installation en 48 heures. Là, par exemple, la décision se prend en 2-3 heures, je ne sais pas, entre la préfecture et l'entreprise, et c'est quelque chose et pour moi, c'est beaucoup plus de l'ordre de la peur et de la réaction épidermique, quasiment, que ça se passe. Donc, bon, voilà. En tout cas, sur ce genre de dispositif-là, de la part des collectivités. Hein. Oui, enfin, il y a des géographes, une partie de la géographie politique qui étudie réellement ces éléments-là. Oui, c'est de la peur, mais je pense quand même qu'il faut voir de quoi on a peur, parce que finalement, c'est un peu ça la question qu'on pourrait poser à vos photos, c'est-à-dire ça a l'air un grand dispositif, enfin, que me suggèrent vos photos. Ça a l'air de grandes ce sont des dispositifs contre des êtres humains, ce sont des dispositifs extrêmement coûteux, extrêmement lourds, extrêmement présents sur le territoire et dans la ville, mais de quoi a-t-on peur ? Donc, de qui a-t-on peur ? Enfin, c'est ça aussi qu'on voit à travers ces dispositifs. Alors, si on le regarde sous l'angle du discours des collectivités locales, bien sûr, il est intéressant, il doit être regardé, il doit être analysé, mais c'est assez compliqué parce que, par exemple, sous l'angle vous disiez la propriété, bah oui, alors effectivement, viens pas chez moi, c'est chez moi, viens pas ici, c'est chez moi. Sauf que, je m'excuse, mais sur le plan du droit, il y a quelque chose que la Commission européenne impose à la France, qui est l'examen de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit du domicile, qui est également un droit. Cet examen de propriété, de proportionnalité entre les deux, est à peu près pas fait. Parce que la justice va mal et surtout parce qu'on s'arrange pour faire passer devant une autre juridiction que les municipalités préfèrent, c'est trouble à l'ordre public ou c'est danger pour la vie des enfants, ou c'est etc. Moyennant quoi on va les mettre dehors. Parce que ça, c'est beaucoup moins dangereux, évidemment, quand ils dormiront sur la rue. Quand je parlais de peur, je pense que c'est clairement de la peur de la réaction de leurs citoyens, enfin, de ce qu'ils pensent être la réaction de leurs administrés. À ce moment-là, c'est un sujet électoraliste ou populiste. Oui, enfin, c'est ça les questions. On est bien sûr à cet endroit-là, je pense. En tout cas, il y a une sorte de projection. Sur l'exemple de la photographie avec la dalle en béton, c'est à 50 mètres, on le voit d'ailleurs, il y a une résidence à côté. La réaction, elle est faite pour la projection qu'on fait sur la peur que vont avoir les gens. Enfin, quelque chose de... Oui, voilà. C'est bien là peut-être le problème politique, peut-être même instrumentaliser cette peur, peut-être même s'en servir. Mais la peur, est-ce qu'elle est partagée par tout le monde dans une ville ? Moi, je n'en suis pas tout à fait sûre. Non. Moi non plus. Pour avoir observé des bidonvilles dans des villes de banlieue, les avis des riverains n'étaient pas systématiquement tranchés et contre et pour le. Il se trouvait que les bidonvilles, ça faisait aussi marcher toute une économie dans le quartier, c'est-à-dire les magasins, la boulangerie, l'épicerie, les gens. Et ils ont aussi, c'est des gens qui consomment, qui fument des cigarettes, qui achètent à manger, etc. Donc les commerçants, quand ils ont un bidonville de 200-300 personnes, c'est un revenu important y compris pour le quartier. Et j'ai pas vu systématiquement des gens qui étaient là à vouloir absolument démolir tous les bidonvilles près de chez eux. Après, c'était plus comment aménager des lieux, faire venir des poubelles de façon à ce que les poubelles soient ramassées régulièrement, etc. Quoi. Mais, J'ai pas dit que les gens avaient peur, j'ai dit que c'était la projection des pouvoirs publics sur en quelque sorte, ils se préviennent en permanence de
de ce qu'ils projettent sur leurs administrés. Enfin, j'ai l'impression que quelque chose comme ça. Je crois que pour les dispositifs que moi je photographie, il y a un terme qui est employé qui est prévention situationnelle. Ça dit tout. On est dans un monde de la précaution, de la prévention, de la sécurisation, etc. Pour avancer sur d'autres sujets, avant de passer la parole à la salle, je voulais vous poser encore quelques questions. Pardon. Je voulais vous poser encore quelques questions. Alors à Sandrine, cette fois-ci sur la façon dont elle travaille ces images, les formats qu'elle choisit, etc. Comment elle s'y prend, avec une idée, des questions derrière. C'est que ces images sont très belles. Ces images donc très belles dans le sens d'une beauté glacée, mais vraiment très belles. Donc fabriquent une vraie beauté ou une vraie plasticité. Je voudrais savoir ce que peut signifier ou comment on aborde cette question quand on fait du beau avec ces dispositifs-là. Qu'est-ce que ça cherche à dire? Qu'est-ce que ça veut produire? Et puis quand c'est montré aussi, qu'est-ce que ça produit dans ton expérience? Alors, j'ai pas vraiment cherché à faire du beau avec les dispositifs, mais je les photographie comme je photographie d'autres choses, comme je photographie les gens, par exemple. Et c'est vrai que la lumière, c'est un des premiers ingrédients de la photographie. Donc oui, forcément, ça participe à une mise en valeur plastique du dispositif. Mais est-ce que ça enlève du sens à l'image? Je sais pas. Ça, c'est... Non, mais c'est une question que je me pose, en fait. Est-ce que l'esthétique des images enlève du sens? Empêche la lecture de l'image, parce que ça m'est déjà arrivé, pas forcément en montrant ce travail, mais en montrant d'autres images, d'avoir des réactions de gens un peu rebutés en me disant « Ah, mais tout ce que vous photographiez, c'est beau, le tas d'ordures, il est beau, les déchets sont beaux, alors qu'est-ce qu'on peut dire avec ça ?» Enfin, j'ai déjà eu cette réaction-là. Donc je me dis que ça joue sur le sens. Ça veut dire qu'on... Bon, là, je pense que pour le coup, ça participe quand même... l'écriture photographique, j'utilise un moyen format 6-7. Je me suis tenue à ce format vertical. Et j'utilise des films. Je fais très peu d'images... contrairement à d'autres projets où je produis beaucoup, là je fais quasiment une vue par dispositif, donc je peux vraiment venir 3-4 fois au même endroit jusqu'à ce qu'il y ait la lumière qui m'intéresse dessus et attendre longtemps aussi devant. D'ailleurs, quand j'attends dans la rue, les gens me demandent pourquoi je photographie ça, est-ce que je trouve ça beau? Ça, c'est la question qui revient tout le temps. Est-ce que je trouve ça beau? Est-ce que l'objet d'une photographie doit être beau? Je sais pas. C'est toi qui faisais remarquer que ça pouvait être des œuvres d'art, dans le. C'est vrai que c'est quand même étonnant. C'est des œuvres de designers ou en partie. Mais pas seulement. Je pense qu'il y a des. Justement, je me demande comment ça se passe, mais j'ai l'impression que souvent on utilise un mobilier un peu rebut et on le dispose comme ça dans ces espaces. Il n'y a pas que des œuvres de designers, ça c'en est. C'est des objets qui ont été conçus par des spécialistes à l'origine. C'est pas... Mais pas toujours. Là, par exemple, les potelets, leur usage est clairement détourné. Non, j'espère qu'il n'y a pas énormément de designers qui travaillent sur ce sujet. Je ne sais pas s'il existe des catalogues. Il y a un détournement de ces objets pour faire de la prévention situationnelle. Ils travaillent pour des sociétés privées de mise en sécurité des espaces. Il y a les régularités du format. Est-ce que ça peut intéresser des inventaires, des archives Alors, je ne sais pas qui ça intéresse, parce que c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé la série, j'ai montré quelques images, 5-6, et les gens doutaient en fait de mon propos. Ça suffisait pas je sais pas, j'étais pas assez convaincante avec 5 images, donc il a fallu que j'en fasse 40 ou 50 pour que là vraiment on me dise ah oui d'accord, oui c'est vrai. Sinon on me disait non, mais ça peut être aussi, je sais pas, décoratif, parce que c'est vrai qu'au début il y avait un peu un mélange des genres. J'avais pas mal d'images avec
des immeubles des années 70 avec des faux cactus, Des jardins de béton. voilà, des jardins de béton qui ont plus un caractère ornemental. Alors, à l'époque, je ne sais pas à quoi c'était destiné, ce genre d'ornement. Mais quand même, ça... Déjà un peu la même chose. Ouais, ça ressemble quand même beaucoup. Mire, tu veux dire comment tu travailles pour tes prises de vue? Moi, c'est mes images, elles sont effectivement, il y a les dispositifs que je peux photographier, mais il y a aussi les personnes qui sont visées par ces dispositifs. C'est-à-dire, mon travail est toujours comme ça dans une dialectique entre ces gens qui sont là et qui ils sont là parce qu'ils peuvent pas être ailleurs et qu'il faut bien vivre quelque part, ou alors, je sais pas, disparaître. Mais ils ont décidé de vivre, donc ils sont là. Et puis, tous ces dispositifs qui sont mis en place pour les contrer. Donc, moi, dans mon travail, c'est ce qui m'intéresse, c'est de montrer cette dualité, quoi, entre ce qui tire d'un côté et ce qui tire de l'autre. Voilà. Oui, mais il y a quelque chose qui est frappant dans tes photos, c'est que... ça raconte toujours une histoire, on a l'impression ou des histoires, quoi. C'est jamais asservi à un propos, c'est jamais... Non, bien sûr. Non, mais on en parlait là sur l'esthétique des images. Pour moi, une image, elle est valable si elle est forte et si elle est incontournable. C'est-à-dire, elle ne peut pas être... oui, ça pourrait être une autre. Donc, effectivement, c'est très important de faire une bonne image... parce que sinon, on ne dit rien. C'est une mauvaise image, on ne la regarde pas. Donc, il faut que l'image soit vue, mais c'est pas dans un... Oui, c'est dans un sens esthétique, mais dans un sens aussi politique. C'est-à-dire que si on parle, il faut être entendu. Et si on fait une image, il faut qu'elle soit bonne. Voilà. Et, c'est pas un sujet je dirais, et spécifique. le propos, il peut pas dépasser l'image. L'image, elle vient d'abord. Voilà. Ensuite, on peut parler de ce qui se passe, des terrains, mais avant tout, ce qui va. À partir du moment où on fait des images, il faut que les images elles soient fortes et elles soient irremplaçables. Et la façon dont tu t'installes en ville pour les prendre Moi, je prends énormément de temps. Comme je vous ai dit, ça fait une quinzaine d'années. Les gens, par exemple, sur les bidonvilles, c'est des gens que je connais depuis 10 ans maintenant. C'est des gens, j'ai vu grandir leurs enfants, je les ai vus se marier, je les ai vus faire des enfants à leur tour. J'ai même appris leur langue, on se comprend. Je suis reçu chez eux, non plus comme un gadjo, mais comme un manouche. C'est pas mal, puisque manouche, ça veut dire un homme. Et gadjo, c'est l'étranger. Donc j'ai changé un peu de statut au cours des années. Et voilà, donc je prends énormément de temps à travailler. Pareil, sur la gare du Nord, j'ai mis aussi plusieurs années. Et Porte de la Chapelle? Et Porte de la Chapelle, j'y habite, donc j'y suis en permanence. Et vous, alors, pour vos prises de vue, ce que... je crois que c'est la rencontre. Techniquement. Techniquement. Techniquement, c'est moi qui parle, c'est ça. Techniquement, c'est réalisé au moyen format numérique, donc on est sur trépied et on construit chaque image de manière assez précise et en discussion derrière l'objectif systématiquement. C'est vrai que moi, on a remarqué que moi, j'avais plutôt un regard peut-être plus en grosse masse d'organisation comme ça, de grosse masse de couleurs et de cadrage. Jordi est beaucoup plus dans la signification de chaque petit détail et il regarde les choses avec plus de précision, alors que moi je les regarde avec plus de manière plus abstraite en fait. Voilà. Donc en fait le dialogue, moi, il y a quasiment des choses que je ne vois pas et que lui voit, et je pense inversement. Donc oui, c'est un dialogue dans le cadrage qui est assez intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide à mieux regarder. Voilà.
Oui, moi je recherche, je milite dans notre binôme pour des images qui seront factuelles, disons, et puis qui problématisent, qui sont le plus possible centrées sur la problématique sur laquelle on travaille, donc les dispositifs anti-installation, et en accordant moins d'importance à la composition, et c'est dans ce cadre de dialogue, dans le cadre de ce dialogue qu'on essaye d'avoir des images équilibrées. Moi, je trouve ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas, entre les 3 travaux, c'est qu'il y a clairement 3 écritures assez différentes. Effectivement, une écriture peut-être plus plastique pour toi, plus cadrée, minimaliste, un peu, enfin, voilà, dans lequel on sent que l'important, c'est vraiment l'importance donnée à l'objet, et il faut que quasiment rien ne perturbe autour pour qu'on y accède et qu'on voit sa forme, véritablement. Alors que dans ton cas, c'est beaucoup plus narratif. Effectivement, il y a des gens, tu racontes des histoires de gens qui vivent avec ces objets et avec ces contraintes. Nous, je pense qu'on fait on est beaucoup plus dans une typologie, dans un inventaire ou dans quelque chose de plus rationnel ou plus, je sais pas. Non. Voilà. Après, la question de la belle image, ou de la bonne image. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait le lieu, mais on pourrait en discuter pendant des heures. Mais oui, une image, c'est. Enfin, moi, en fait, ce qui est d'étonnant aussi dans la manière de travailler, c'est qu'on a l'impression d'épuiser un lieu en le photographiant beaucoup. Et finalement, on finit aussi par choisir qu'une ou 2 images par site. Donc c'est bien qu'à un moment, on retombe dans un processus de sélection pour aller chercher l'image la plus pertinente et la bonne image de la série, en fait. Donc oui, mais on a des acceptations tous différentes. Enfin, chaque personne a une acceptation différente de ce qu'est une bonne image. Je crois qu'en tout cas, pour nous, l'intérêt, c'est une image qui montre au mieux l'objet pour ce qu'on a envie de lui faire dire. Enfin, voilà. Oui, j'interrogeais la question de l'esthétique ou de la beauté par rapport à ces dispositifs terribles. Mais effectivement, de toute façon, il y a bien sûr une expression dans vos choix. Et même dans la documentation, par exemple, vous choisissez plutôt des plans larges. Mire travaille plutôt sur des plans assez serrés. Il y a des choix, non? Pas tellement? C'est varié, ouais. Pardon. C'est varié, mais... C'est variable. Ouais. Par exemple, les paysages de Calais, c'est des plans plutôt larges. Et, mais quand il y a des êtres humains... Mais je peux effectivement également mettre des portraits. J'aime bien jouer justement avec ça, avec des rapports de taille très différents. Et quand j'expose, c'est également ce que je fais, de mettre des plans très serrés à côté de plans très larges. Là, on croirait le lit de la Durance, qui est à sec une partie de l'année. Donc il y a peut-être aussi un travail de refabrication de fausses natures, comme les cactus. D'ailleurs, l'installation que j'ai montrée au début sur le canal Saint-Martin, elle n'est pas restée très longtemps en place, peut-être 2-3 jours, et parce que quand même elle était trop violente. Donc très vite, ça a été remplacé par un chantier pour végétaliser l'endroit. Et maintenant, en fait, c'est du végétal qui a jamais vraiment pris en fait à cet endroit. D'une manière générale, le végétal, moi je l'observe sur des paysages comme ça qui ont été complètement défoncés. Je l'observe depuis plusieurs années. Il a du mal à revenir. Il met très longtemps à revenir. C'est aussi quelque chose qui peut être... Non, c'est justement on l'a étudié là en faisant sur la flore des friches urbaines. Là, c'est c'est un autre. Les retournements, ça permet la venue d'une flore pionnière qui se développe plutôt assez vite, 1 an, 2 ans, et ensuite il va venir des arbustes, etc. Et si on laisse faire une friche, elle irait vers la forêt. Mais il y a tout ce processus avant qui passe. Alors ça doit dépendre des terres, parce que moi je les observe et je ne vois pas grand-chose pousser. Mais quand je dis pas grand-chose, c'est évidemment que j'ai pas raté les magnifiques copicots pavots que tu mets dans ton livre. Ça met longtemps, ça met un peu longtemps quand même.